est une métaphore pour la séparation du monde occidental par le bloc de l'Est, au titre de l'Union soviétique. En fait, il était jamais hermétiquement fermé. Même dans les années 1940 et le début des années 1950, sous le stalinisme, Estoniens dans l'Ouest ont tenté de communiquer avec leurs proches en Estonie, en envoyant des lettres. Les lettres ont été toujours ouvertes par la censure postale. Après la mort de Staline en 1953, contacts post ont augmenté plus fréquentes, et plus tard même appels téléphoniques reliés par un opérateur ont devenu possibles. Depuis la fin des années 1960, la télévision finlandaise s'est répandue dans le nord du pays. Des copies du magazine Der Spiegel ou Time Magazine ont été passées de main en main. Après la mort de Staline, les étrangers pouvaient venir à l'URSS plus facilement, le nombre de délégations étrangères qui visitaient l'Estonie a augmenté et un ferry régulier est ouvert entre Tallinn et Helsinki. Il y avait plus de possibilités de voyager avec un groupe de touristes vers les pays du bloc de l'Est. Pologne, Tchécoslovaquie, etc. Mais un tel voyage était tout un événement. À l'intérieur de l'Estonie, la zone frontalière était fermée aux gens et aux étrangers. Autres restrictions existaient également. Par exemple, il était interdit aux étrangers de passer la nuit à Tartu, car il y avait la base de bombardiers. Néanmoins, le rideau de fer était jamais totalement fermé, et la culture pop et la musique, par exemple, pourraient passer la frontière facilement, transformer l'Estonie en Occident soviétique. Alors, nous sommes ici avec Monsieur Velma, qui est un vrai historien. Eric, raconte-nous un peu de la déportation de masse en 1949. Alors, les déportations de masse en 1949. C'était une chose terrible et inhumaine. Eric, peux-tu essayer de nous raconter ce que s'est passé et pourquoi ? Oui, la déportation était un événement grave. À cause de la déportation, plus de 20 000 Estoniens ont été relocalisés avec force en Sibérie. Environ 2000 groupes ont été formés pour mener à bien la tâche. Ils ont entouré les maisons, ont dit aux gens de faire leurs valises et après ça, les gens ont été mis sur les trains. En Sibérie, les conditions de vie étaient mauvaises, environ 15% des déportés sont morts. Après le mort de Staline, en 1953, les déportés ont commencé à retourner. Merci beaucoup Eric, retournons à notre présentateur, Bartel. Un kolkhoz était une coopérative agricole en Union soviétique où les terres, les outils, le bétail étaient mis en commun. Le mot kolkhoz est une contraction de économie collective, alors que sovkhoz est une contraction de économie soviétique. Les kolkhozes et sovkhozes étaient les deux composantes du système agricole socialisé qui a commencé à émerger après la révolution d'octobre de 1917. Le membre d'un kolkhoz était appelé kolkhoznik ou kolkhoznissa au féminin. Les kolkhozniks étaient payés en part de la production du kolkhoz et du profit fait par le kolkhoz, proportionnellement au nombre d'heures travaillées. Les kolkhozniks étaient en plus autorisés à posséder des terres, de l'ordre de 4000 m² et un peu de bétail. Ces avantages en nature rendaient le kolkhoz beaucoup plus attrayant aux yeux des soviétiques par rapport au sovkhoz, dans lequel les sovkhozniks étaient salariés. Maintenant, retournons à Gert et Eric. Eric, j'ai beaucoup entendu parler des frères de Forêt, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que tu peux expliquer ? Les frères de Forêt ont été des combattants de la liberté, qui ont combattu en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même plus tard, pendant l'invasion soviétique, et pendant l'occupation des 3 États baltes, contre le régime soviétique, ou simplement pour leur survie. Selon les historiens qui ont étudié les frères de Forêt, après la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie comptait environ 14 000 à 15 000 frères de Forêt. Merci beaucoup Eric, maintenant je comprends tout.